son parcours, mais quand tu vois ce type de parcours de vie, de volonté de vie, etc., tu dis que ouais, des gens qui m'inspirent, il y en a plein et c'est dans des domaines différents. C'est-à-dire que dans ça change aussi un petit peu au fil du temps. C'est-à-dire que moi, je suis assez sensible à toutes les causes de protection de la nature, etc. Et donc, si j'avais qu'à en citer qu'un, je dirais que aujourd'hui, Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que il y a une époque, je trouve pas notre génération, mais génération d'avant, où ça, on était très, attentistes vis-à-vis des actions et de nos convictions. Je pense qu'elle est révolue cette époque. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a quelque chose qui va pas, t'essayes de le changer. S'il y a quelque chose dans la société aujourd'hui qui ne te convient pas, t'essayes de le changer. Parce qu'il y a que toi qui peux le faire. Il y a que toi qui peux le faire. Donc ouais. Et après, en termes d'entrepreneurs, il y en a plein. Je trouve que typiquement, Elon Musk, ce qu'il fait sur SpaceX, c'est monstrueux. C'est une ambition énorme. Ouais, c'est genre, il y a pas de fin à son ambition technologique, et d'exploration, etc. Un gars comme Bill Gates, honnêtement, j'ai vu le documentaire sur Netflix, Inside Bill's Mind. Enfin, ouais, il est quand même exceptionnel. Je veux dire, il essaye de. Bon, alors après, il a gagné suffisamment d'argent pour essayer de résoudre les problèmes du monde et que finalement, il veut laisser un peu sa trace dans l'humanité, à part l'écran bleu de Microsoft qu'on a tous vécu. Mais ce qu'il essaye de faire, honnêtement, c'est hyper intéressant, c'est hyper complexe, c'est donc ouais, il y a tous ces gens-là Énormément d'ambition. ouais. Et toi, dans ta démarche, Ouais. comme tout, Ouais. quelle est la place de l'ambition là-dedans? Je sais pas. Nous, on essaie de régler un problème plus que l'ambition personnelle parce que globalement, c'est un sujet qui me porte. C'est-à-dire que si on prend le problème à l'envers, aujourd'hui, les économies subsahariennes, elles sont en retard. Pour beaucoup de raisons, on peut parler de tout, hein, du déficit structurel de l'infrastructure, des problématiques liées à la décolonisation, des problématiques liées à la colonisation, des problématiques d'exploitation des richesses naturelles, mais tout ça, c'est des guerres d'experts. J'ai pas spécialement envie de me lancer là-dedans. C'est hyper complexe et tout ça. Mais pareil, encore une fois, de ce constat-là d'un retard de développement, comment on passe on rattrape le temps perdu et je trouve qu'ils arrivent à le faire de façon assez intéressante, notamment. Enfin, nous, on a tous connu des lignes fixes chez nous. En Afrique subsaharienne, il n'y a jamais eu ça, quasiment. Ils sont passés à l'ère du portable, ils sont passés à l'ère de la 4G, et globalement, maintenant, ils passent sur la fibre optique, mais ils auront plutôt de la 5G pour avoir Internet à la maison. Bon, ben super. Ils n'ont pas eu besoin de passer par toutes les étapes par lesquelles nous, on est passé. Et comment tu combles un retard de développement? C'est pareil, si tu attends trop des États, il se passera rien. Et on le voit dans nos sociétés à nous, on le voit dans beaucoup d'autres endroits où globalement, trop attendre de l'État pour son propre bien-être, il y a une vraie limite. Donc moi, je crois en la création de valeur pour la société dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que en plus, un entrepreneur comme nous, c'est-à-dire que moi, je peux pas demain me dire je licencie mes 5 gars en Côte d'Ivoire. On les connaît personnellement. Par contre, le gars qui est, je sais pas moi, à Londres, qui a une boîte de 500 personnes au Bangladesh, c'est une ligne Excel, les 500 personnes. Donc, la création de valeur locale via l'entrepreneuriat, ces mecs-là qui emploient 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, c'est de la valeur qui reste dans l'économie, c'est des salaires qui sont versés, et généralement derrière un salaire, il y a 4 ou 5 familles qui vont vivre, une famille au village, etc. Et donc, tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire, tout le monde ne pourra pas travailler dans les grosses entreprises privées. Du coup, qu'est-ce qui reste pour la jeunesse de ces pays-là, en sachant que c'est plus de 60% de la population, c'est l'entrepreneuriat. Et nous, quelque part, on est un catalyseur de cet entrepreneuriat parce qu'on fournit de l'infrastructure pas chère
à ces gens-là, qui est quasiment gratuite dans certains cas, notamment pour les startups, à ces gens-là pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent créer un business en ligne, pour qu'ils puissent essayer d'en vivre. Alors, il y en a peu qui en arrivent, mais c'est aujourd'hui, en 2025, sûrement qu'il y en aura plus, et en 2035, peut-être que ce sera une majorité de la population. Et c'est ça vraiment la vision, c'est-à-dire comment les chances que nous on a eues d'accès au financement, d'accès à l'éducation, mon école d'ingénieur, mon MBA, le fait d'avoir été à l'école ici, etc. Comment tout ça, ça peut servir une cause qui est rétablir un peu les chances des gens qui en ont eu un petit peu moins. Donc nous, on est vraiment catalyseur je pense de l'entrepreneuriat. C'est bien de le dire comme ça. Alors effectivement, on travaille avec des grands comptes, des grandes sociétés dont vous connaissez sûrement les noms ici ou ailleurs, etc. Parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de générer du chiffre d'affaires pour pouvoir aider au développement de cette infrastructure, mais la finalité de tout ça, c'est que ça devienne quasiment transparent, que même on oublie Up2 et que demain, tu puisses te décider de lancer ton site web pour vendre ce que tu as envie de vendre, de l'igname ou des téléphones ou de quoi que ce soit, sans aucune compétence technique, en intégrant tes paiements et tu puisses en vivre. C'est la finalité. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde pourra pas lever 250 000 euros comme nous, avoir un levier BPI, etc., etc. Il faut des sommes et des sommes d'expérience pour pouvoir en arriver là, qui fait que, voilà, du coup, l'infra qu'on crée, elle est faite pour être utilisée. Et c'est pour ça que quand tu nous parles de concurrence en tant que telle, ouais, on a de la concurrence, mais nous, c'est-à-dire que moi, je considère pas que les autres fintech africaines comme des concurrents, c'est potentiellement des clients ou des partenaires, parce que soit ils viennent se connecter à notre infrastructure, soit nous, à un moment ou à un autre, on ira se connecter à leur infrastructure pour faire passer des flux. Parce que moi, ce que je veux, c'est un maillage de tout ce réseau des flux financiers sur le mobile, sur l'Afrique. Qu'on soit obligé de passer par des soi-disant concurrents ou plutôt des partenaires, au contraire, moi, ça m'évite, ça me permet d'aller plus vite sur certains endroits. Et voilà. Est-ce qu'à La Réunion, la fintech est développée? Difficile à dire. C'est vrai que nous, on a toujours eu le regard porté vers l'Afrique, donc je connais mal le marché. Je pense que il n'y a pas beaucoup de sociétés il n'y a pas beaucoup de fintech au sens strict. Maintenant, on en voit quand même parce qu'il y a des belles réussites, les SumUp, etc. Ça reste des fintech, ça reste des belles réussites adaptées aux réalités réunionnaises. Et donc, c'est des beaux modèles de distribution qui ont été réadaptés, etc. Donc oui, il y en a. Je les connais pas toutes, malheureusement. Donc si t'en connais, moi ça m'intéresse parce que j'aime bien avoir un petit peu les points de vue. Je pense aussi qu'il y a des choses à faire pour nous ici. On est en train de se pencher sur la question en ce moment. On travaille avec des grands groupes d'intégration, notamment sur le sujet, pour essayer de voir si nous on n'a pas une opportunité, parce que c'est vrai qu'à un moment on s'est dit on a 2/3 de l'équipe qui est dédiée à de la commercialisation en Afrique, mais nous ici quelque part on fait la tech, on fait les produits, on fait la roadmap et tout, mais c'est dommage qu'on puisse pas discuter avec des clients aussi. Bon, même si moi j'y suis 1 mois sur 3 quand même en Côte d'Ivoire, mais c'est dommage. Donc effectivement, on a pris des contacts avec des grands groupes ici pour voir si nos solutions réadaptées ici, notamment en utilisant l'ACB, pourraient les intéresser. Est-ce que tu avais peur d'échouer avant de te lancer? Ouais, j'ai toujours peur. T'as toujours peur d'échouer? Ouais, enfin ça peut s'arrêter dans 6 mois un projet comme ça. Enfin, je veux dire, c'est maintenant ce que je sais, c'est que ça s'arrêtera pas si jamais on se plante, ce qui est pas gagné. C'est-à-dire que globalement, on est plutôt dans une phase qui est plutôt bonne pour nous et moi je suis assez convaincu qu'on va y arriver. Mais si jamais ça devait s'arriver, il y aurait un autre projet, forcément. Alors c'est une question un peu bateau. Est-ce que tu as... Il n'y a pas de question bateau. Un pire moment et un meilleur moment depuis que tu as créé Up2? Alors le meilleur moment, c'est difficile à placer dans le temps, mais c'est un jour où en fait je me suis rendu compte que Up2 ça devenait une entreprise un peu au sens interaction du terme, c'est-à-dire que il y a des sujets que l'équipe gère sans moi, et même des sujets de plus en plus complexes. Et ça, moi j'ai toujours été fasciné depuis que je suis petit par en gros les organismes, les moteurs, toutes ces espèces
d'assemblage de briques différentes qui viennent d'ailleurs et qui finissent par toutes fonctionner ensemble tu sais pas trop pourquoi ni comment, mais à la fin ça finit par fonctionner ensemble. Et le jour où je me suis rendu compte que il y a des trucs comme ça qui fonctionnent chez nous, t'es là, tu fais waouh, c'est trop cool. C'est super de voir que les gars, ils ont pas besoin de moi pour discuter de ça ou pour faire une offre à Allianz en Côte d'Ivoire ou et que ça passe et que en plus j'ai pas besoin de m'impliquer. Franchement, top. Ça c'était, je pense, c'est le meilleur moment. Le pire, encore une fois, on fait partie des chanceux. Donc dans les potentiels moments problématiques, on a eu vraiment le gros moment de tension avec les anciens associés minoritaires. Qui ont dû partir du projet. Il a failli plus y avoir de boîte. Et c'était dommage parce que moi, autant qu'il n'y ait plus de boîte, bon, ça reste une entité juridique, etc. Mais c'est plutôt le projet qu'il y a derrière. C'est-à-dire, finalement, on dit à nos clients, désolé, hein, on n'est plus là. On leur explique qu'il faut qu'ils essayent de trouver d'autres solutions. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qu'il n'y en a pas vraiment, peut-être que et puis finalement, c'est tout ce temps investi de mon équipe parce que ils croient en cette vision. Ils sont peut-être pas payés complètement à leur juste valeur parce qu'ils croient en cette vision-là et que aujourd'hui nos moyens sont quand même un peu limités. Ils sont drivés aussi par ça. Donc c'était un peu ça, c'est-à-dire les laisser tomber tout ça en même temps, c'était pas simple. Le fight entre actionnaires quelque part, tout ça en plus pour aller finir par se fighter sur. Les gens ont toujours l'impression qu'on est en train de créer le prochain Facebook, le prochain Google, tout ça, c'est pas le cas. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on est en train de créer une boîte qui va faire de l'interconnexion, qui a pas cette vocation à faire des milliards d'euros comme on voit les startups, etc. Parce que c'est quoi, on parle de 10 boîtes dans le monde aujourd'hui, même pas 5 ou 6, là, les GAFAM, là, tu peux rajouter Alibaba dedans, mais tous les autres entrepreneurs, ce qu'ils essayent de faire, c'est résoudre un problème ou de porter un produit, leur vision, etc. Mais leur ambition, elle est pas... Nous, notre ambition, c'est de simplifier la vie des gens. C'est pas de faire 15 milliards de résultats nets. Voilà, et si un jour ça tourne vraiment mal, je retravaillerai pour un opérateur ou je referai du conseil. Donc, ouais, je pense que c'était ces moments de tension, de laisser tomber l'équipe, laisser tomber un peu tout le monde là-dedans et de pas avoir trouvé une solution à ça. Quelle a pas de réseautage aujourd'hui dans ton travail quotidien? Tu en fais ou pas? Non, je suis hyper mauvais à ça. Je suis hyper mauvais. Je savourais que là-dessus, comme je suis pas d'un naturel à aller vers les gens en général, que je suis bien dans ma tête à moi et que c'est cool quoi comme ça et dans mon univers, le réseautage j'ai jamais trop maîtrisé. Donc en général les gens avec qui on parle, c'est des gens avec qui je pourrais être en interaction d'une façon ou d'une autre par mon ancienne carrière, par mon expérience, par le projet que je suis en train de monter, ou des amis qui sont complètement autres que ça, c'est-à-dire des gens du sport, des gens que je connais depuis que je suis tout petit, des gens, des amis de ma femme, ma famille proche, etc. Mais au-delà de ça, voilà. Enfin, moi, la dernière fois qu'on m'a dit oh ouais, j'ai un super plan pour toi, ça devrait t'intéresser par rapport à ce que tu fais, c'était pour que je devienne distributeur Herbalife. Bon, il y a un moment où c'est là que tu te dis j'ai mal expliqué ce que je faisais, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Si tu avais un conseil à donner à toi au début, en fait. Waouh. À moi au début, commence beaucoup plus tôt. Commence dès que tu peux, en fait. C'est pas grave. Commence en parallèle de ton taf chez Orange, chez ce que tu veux, etc. Commence à créer un business parce que de toute façon, tu vas devoir itérer, tu vas te planter certaines fois, tu vas réussir d'autres. Tu vas peut-être pas avoir la bonne vision, tu vas peut-être pas avoir le bon timing, tu vas peut-être pas avoir la bonne équipe, etc. Et donc capitalise sur cette expérience dans des bonnes conditions avant de te lancer sur des projets énormes. Mais quelles sont les qualités justement? Faut pas lâcher. Je pense que le seul gros truc là, c'est des conneries de penser qu'il faut avoir la bonne formation, le bon truc,
tout ça. Enfin, moi, je suis pas trop de cet avis-là, honnêtement.